Nous allons reprendre avec cette table ronde très attendue, avec des experts qui viennent de partout. Nous étions censés avoir 5 intervenants. Le professeur Alain Didier Olinga, qui est par ailleurs conseiller technique du ministre de la Défense, venait d'avoir un empêchement, donc il ne pourra pas être parmi nous. Nous avons également le professeur Scott McHunch, qui est un peu souffrant, et qui lui aussi ne pourra pas être avec nous. Nous avons le professeur Saïbou qui est en train d'être contacté, peut-être qu'il nous rejoindra tout à l'heure, mais nous avons le plaisir de recevoir, n'est-ce pas, sur cette table ronde, 2 grands experts, notamment du terrorisme, notamment dans le Sahel et dans le bassin du lac Tchad. J'ai nommé d'abord M. Marc-Antoine Pérouse de Monclos, qu'on ne présente plus, directeur de recherche à l'Institut de recherche pour le développement, Global Fellow au PRIO, c'est-à-dire Peace Research Institute de Oslo. Il est titulaire d'un doctorat en sciences politiques, avec une spécialisation sur les conflits armés en Afrique subsaharienne, et particulièrement au Nigeria. Il a été rédacteur en chef d'Afrique contemporaine, la belle époque, de 2018 à 2019, et a publié quelques 80 articles et livres. 80 articles et livres, dont Boko Haram, Islamism, Politics, Security and the State in Nigeria, c'était 2015. L'Afrique, nouvelle frontière du djihad, c'est 2018. Son tout dernier ouvrage, qui est paru en 2021, s'intitule « L'islam d'Afrique au-delà du djihad ». L'islam d'Afrique au-delà du djihad. À ma gauche, je vais vous présenter un autre spécialiste qu'on ne présente plus parce qu'il a une multiple facette. Sédik Abba est journaliste et écrivain, ancien rédacteur en chef central de Jeune Afrique, ancien chef de bureau parisien de l'agence Panapresse et chroniqueur au journal Monde Afrique. Il est également chercheur associé à l'université de Valenciennes, nord de la France, où il a soutenu son doctorat en sciences de l'information et de la communication. Il décrypte régulièrement l'actualité africaine sur France 24, RFI, TV5 Monde, BBC et la allemande, la Deutsche Welle. Il est l'auteur de 3 ouvrages, donc pour comprendre Boko Haram, l'Harmattan 2020, Voyage au cœur de Boko Haram, enquête, l'Harmattan 2019. Donc c'est autour, n'est-ce pas, de ces 2 panélistes que nous allons commencer notre table ronde. La première question que je m'en vais notamment leur poser, c'est comment leurs expériences de chercheurs a permis d'adresser la question notamment du terrorisme et de la lutte contre l'extrémisme violent en Afrique. À partir de quel terrain, comment se posent ces problèmes au Sahel, notamment dans le bassin du lac Tchad. Chers collègues, vous avez la parole. Merci beaucoup et merci aux organisateurs. Il faut que j'appuie sur un bouton, c'est ça? Oui. La technologie. Voilà. Bon, bah écoutez, déjà, merci de m'avoir invité à ce débat qui va être très riche. Il se trouve que Sédik et moi, on était à Maïdougouri il y a un mois. Alors, on va avoir un petit problème, c'est qu'on n'a pas vraiment de divergence, donc on risque d'avoir un débat très ennuyeux. Mais enfin, on va essayer de faire pour le mieux parce qu'on est en fin de journée et on a déjà beaucoup travaillé et on va essayer de réveiller un peu beaucoup de questions qui vont être abordées dans les 2 prochaines journées. Alors, je ne sais pas si je ne me définirai certainement pas comme un expert du terrorisme, je ne sais pas ce qu'est le terrorisme. Il n'y a pas de consensus à ce sujet. Hein. Vous le savez, il n'y a pas de convention onusienne. Les terroristes des uns ne sont pas ceux des autres. Les blacklists des groupes terroristes ne sont pas les mêmes d'un pays à l'autre. De Gaulle était un terroriste en 1942, Nelson Mandela était un terroriste en 1963 au procès de Rivonia. Moi, je travaille sur des groupes insurrectionnels que l'on qualifie de djihadistes et qui commettent des atrocités. Mais ceux qui les combattent commettent aussi des atrocités, ne l'oublions pas. Ah,
Voilà. J'ai travaillé, en fait, ça fait plus de 30 ans, moi, que je travaille sur le Nigeria, essentiellement, et j'ai commencé à travailler sur ce qu'on allait appeler Boko Haram, puisque vous savez que c'est pas leur nom, hein, en 2005. Donc à l'époque, on parlait des talibans du Nigeria, et j'ai commencé à travailler sur cette question en faisant un peu de terrain le long de la frontière entre le Niger et le Nigeria, et j'ai rien trouvé du tout. Et je suis revenu en fait à Maïdougouri après la grande insurrection de 2009. Là, c'était en 2010. Et comme quoi les chercheurs peuvent se tromper, le premier article que j'ai publié, c'était en 2011, après mon terrain en 2010. Et à l'époque, dans l'introduction, je m'étonnais en disant c'est quand même bizarre, il y a eu une grosse insurrection islamiste en 2009 à Maïdougouri, et il n'y a pas un article académique. À l'époque, on était deux en fait à avoir produit des choses. Il y avait mon collègue Mohamed Kari de Maïdougouri, qui ensuite est devenu le doyen le VC Vice Chancellor de l'université Maotek à Yola. On a fait des livres ensemble, et il a un article très intéressant dans une revue académique nigériane, mais je m'étonnais à l'époque du peu d'intérêt que suscitait ce groupe qu'on appelait Boko Haram, faute de mieux, dans la communauté académique. Et j'avais complètement tort parce que, évidemment, après l'affaire notamment de l'enlèvement des filles de Chibok, c'est devenu un sujet extrêmement prisé. Alors, c'était d'ailleurs un peu mon intention en matinée, hein, si on n'avait pas dû décaler les panels, de vous parler aussi des questions de méthodologie. Comment, dans le brouillard de la guerre, nous, chercheurs, on essaye de clarifier, de valider des informations qui sont souvent contradictoires. Alors, dans le temps qui nous est imparti, moi j'ai surtout un message à vous faire passer. Alors, bon, le premier, c'est un petit regret, parce qu'évidemment, j'aurais beaucoup aimé qu'on puisse débattre ensemble à l'université de Marois. Hein, c'était un beau symbole, je trouve. Donc, j'avais apporté un livre, mon dernier ouvrage, effectivement, sur l'islam d'Afrique au-delà du djihad pour l'université de Marois, mais quelqu'un se chargera de leur transmettre, et je regrette que mon collègue Issa Saïbou ne puisse pas être présent parmi nous aujourd'hui pour engager des discussions fort intéressantes, en sachant que du côté camerounais, il y a un vrai savoir hein, aussi sur la question de Boko Haram. Mais ce qui me frappe, c'est que le savoir scientifique que l'on peut produire sur la question de Boko Haram est assez différent quand même entre ce qui se passe au Nigeria et ce qui se passe au Cameroun, parce que évidemment, par le terrain qui vont être quand même assez, dans les 4 pays autour du lac Tchad. Alors, comprendre la résilience des groupes djihadistes, Boko Haram, si on ne regarde pas, on ne prend pas un peu de surplomb, qu'on ne regarde pas aussi tous les éléments du conflit. Hein. Souvent, on a une approche où on ne travaille que sur les groupes djihadistes dans le conflit, pas sur ceux qui les combattent et leurs défaillances. Ce qui est en fait l'objet de mon prochain livre, hein, je fais un peu de publicité, qui doit sortir au PUF d'ici la fin de l'année, qui s'intitule Un djihad sans foi ni loi. Donc déjà, vous voyez un peu mon propos, qui est de dire que la question religieuse, les querelles doctrinales ne sont pas, selon moi, l'élément structurant de l'évolution de ces groupes et de l'évolution des combats et des hostilités. Je crois beaucoup plus au rapport de force sur le terrain, ce qui pose aussi beaucoup de questions sur les diverses forces qui comptent ces groupes, que ce soit des armées régulières, que ce soit des milices communautaires, la police, la gendarmerie, les forces de sécurité et de défense en général, avec évidemment des différences importantes d'un pays à l'autre, hein, il faut bien le signaler, mais il y a aussi quelques points récurrents. Donc sur Boko Haram, je dois dire que dans ma carrière de chercheur qui travaille sur des mouvements insurrectionnels, des mouvements violents, c'était vraiment la première fois que j'essayais d'étudier un groupe dont on connaissait très peu de choses, sur lequel on racontait beaucoup de choses, mais avec beaucoup d'informations contradictoires qu'il était difficile de réconcilier. Et c'est aussi un groupe que j'ai eu toujours beaucoup de mal à aborder, contrairement à d'autres groupes insurrectionnels où j'arrivais toujours à aller dans les maquis pour interviewer les têtes de l'insurrection. Là, j'ai jamais fait ça. Moi, ce que j'ai fait, c'est mener des entretiens à Maïdougouri ou dans les prisons du Niger ou sur les rives nord du lac Tchad avec des combattants de Boko Haram, avec des membres de la secte, avec leurs victimes, avec les forces de sécurité, car il s'agit évidemment de trianguler toutes ces informations pour essayer de les valider ensuite et essayer de se faire une idée sur ce qui est réellement et motivation des combattants, et je crois que la sociologie du combat, de ce point de vue, est extrêmement importante. L'autre point donc je vous disais, c'est aussi qu'on ne peut pas comprendre la résilience de ces groupes, et là je ne parle pas que de Boko Haram, hein, mais je parle aussi de la situation dans le centre du Mali, et aussi, que mon collègue Eric, concernant une région périphérique et frontalière,
si on n'a pas aussi dans le radar justement la faiblesse des États et aussi les défaillances des forces de sécurité et de défense, qui jouent un rôle à la fois actif et passif dans la prolongation des hostilités. C'est-à-dire que, alors ça parce que les forces de défense et de sécurité ne parviennent pas ou ne veulent pas, pour diverses raisons, protéger les civils. Donc les civils sont pris un petit peu entre le marteau et l'enclume, et finalement ils n'ont pas d'autre choix que de s'entendre avec les groupes rebelles pour continuer à vivre, tout simplement, pouvoir continuer à exploiter leurs champs, pouvoir continuer à aller vendre des bêtes dans les foirailles, etc. Donc là, le manque de protection de l'État est aussi un facteur qui explique pourquoi ces groupes sont résilients. Au-delà, encore une fois, du cas de Boko Haram, parce qu'on a beaucoup de choses qui reviennent du terrain sur le Mali et qui vont dans le même sens. Et aussi de façon active, parce que les abus, les violations des droits de l'homme sont aussi une question fondamentale pour comprendre la résilience de ces groupes, parce que ça peut les légitimer comme étant des groupes protégeant les bons musulmans contre des troupes d'occupation, qu'elles soient vues comme françaises ou aussi, pourquoi pas, des troupes du G5 Sahel dans des pays qui ne sont pas les leurs à l'origine, ou aussi le fait que dans les armées nationales, souvent, vous avez des stratégies de brassage qui fait qu'on prend, je sais pas, un soldat du Sud pour aller combattre au Nord, donc il est vu aussi comme un étranger. Donc il y a tout un discours, en fait, de ces groupes qui est non. C'est pas les talibans de l'Afghanistan de Somalie qui sont, à mon avis, les seuls en Afrique subsaharienne à avoir réussi à embrayer sur un vrai discours nationaliste islamique, finalement. Là, c'est pas le cas, mais on a des discours, effectivement, alors, xénophobes contre l'étranger en général, et aussi un discours, effectivement, de protection de la Oumma, de la communauté des musulmans, contre les abus d'États prédateurs. Et ça, c'est vraiment, plus que les questions de doctrine, c'est vraiment un discours qui peut être attractif pour les populations. Parce que de façon active, les forces gouvernementales, effectivement, peuvent participer de la légitimation de ces groupes et même du renforcement de leurs effectifs. Ça peut être parce que du coup des jeunes craignent l'arrestation arbitraire à partir du moment où ils sont musulmans et de sexe masculin, et donc ils vont rejoindre les groupes pour se protéger justement de l'exécution extrajudiciaire, de la torture en prison, ce genre de choses. Et vous avez aussi des jeunes qui vont rejoindre ces groupes pour se venger de la sœur qui a été violée par un policier, du frère qui a été abattu sans sommation, alors qu'il n'avait absolument rien à voir, qui avec Boko Haram, qui avec la Katiba Masina. Il a été appréhendé parce qu'il avait une moto et qu'il y avait un état d'urgence qui interdisait l'usage des motos. Tout ça participe de la résilience de ces groupes. J'ai moi-même interviewé des membres de Boko Haram qui justement m'expliquaient comment ils avaient rejoint le groupe, non pas sur des questions d'idéologie, mais pour se protéger, ou aussi parce que, voilà, un exemple concret que je peux vous donner, j'ai interviewé dans une prison du Niger un ancien combattant de Boko Haram, enfin un membre de Boko Haram, on va dire, qui, lorsqu'on a mis en place un état d'urgence en 2015 dans la région de Difa, lui était mécanicien et réparait les motocyclettes. Et à partir du moment où on a interdit, ça fait partie des stratégies d'attrition des coalitions antiterroristes, à partir du moment où on interdit l'usage des motos, du coup, il a perdu son travail. Et il avait un ami qui était juste de l'autre côté de la frontière, à Damasek, du côté du Nigeria, qui lui a dit « mais si tu veux, il y a plein de travail pour toi ». Et il s'est retrouvé en fait à réparer les motos de Boko Haram. Et vous le savez, les motos de Boko Haram, si on veut bien s'éloigner un peu de ces grands fantasmes sur l'allégeance à l'État islamique ou le soutien éventuel d'Al-Qaïda, etc., en fait, l'arme de destruction massive de Boko Haram, ce sont les motos, on le sait bien. Quelques armes qui ont été prises aussi sur le vif, dans les régions, bien plus en fait que d'armes originaires de Libye. Et donc, en fait, cette personne s'est retrouvée quelque part, à cause de l'état d'urgence, attiré à aller finalement réparer les motos de Boko Haram, et c'est ainsi qu'il a été arrêté, puis transféré en prison. On pourrait multiplier les exemples, j'en ai d'autres effectivement, qui sont des gens qui ont été arrêtés arbitrairement, et quand leur prison a été attaquée, à ce moment-là, ils ont été libérés, et ils ont choisi à ce moment-là de rejoindre le groupe, parce que voilà, ils avaient fait la prison, et qu'ils risquaient d'être appréhendés de nouveau. Je vois qu'il y a un peu des interférences. Donc, l'idée que je veux faire passer, si vous voulez, il y en a deux principales. La première, c'est que je pense que l'élément religieux n'est pas le déterminant aujourd'hui de la prolongation des hostilités. Et mon prochain livre, il y a tout un chapitre qui est dédié à ce sujet, qui est ce que j'appelle la sécularisation du djihad, mais qui est quelque chose de très ancien. C'est-à-dire que plus les hostilités durent,
plus la dimension militaire, en quelque sorte, et criminelle prend le dessus au détriment des questions religieuses. Au départ, Boko Haram, c'est effectivement une secte religieuse, et la dimension religieuse est beaucoup plus forte au début. Mais elle s'estompe petit à petit dans le combat. Mais ça, c'est quelque chose de très ancien. Le djihad d'Ousmane Ben Fodio, avec le califat de Sokoto, au début, il est porté effectivement par des valeurs religieuses. Et puis petit à petit, les pillards prennent le dessus. Les questions de, vous savez, nécessité fait loi, comme on dit. Les questions militaires, l'urgence militaire, les priorités sécuritaires l'emportent sur l'idéologie. Et ça, c'est des phénomènes que l'on voit dans beaucoup de djihad, une sorte de sécularisation du djihad, qui explique qu'aujourd'hui, ce sont d'abord les rapports de force sur le terrain qui vont expliquer la résilience de ces groupes. Et puis l'autre question, évidemment, c'est les défaillances des forces de défense et de sécurité. C'est un problème difficile à aborder, c'est un problème éminemment politique. Et dans le temps qui m'est imparti, je vais simplement évoquer deux questions fondamentales, selon moi, deux mots-clés qui permettent de comprendre les défaillances des forces de sécurité et de défense, c'est la corruption et l'impunité. L'impunité quand vous tuez des civils, et que du coup il y a une demande de justice sociale qui peut être transcrite à travers la charia, puisque je vous l'ai dit, de façon active, les forces de défense et de sécurité peuvent perpétuer, contribuer à renforcer les effectifs de ces groupes. Donc l'impunité joue un rôle très important, et la corruption aussi, qui explique pourquoi les soldats sont sous-payés, mal équipés. Si je prends l'exemple du Nigeria voisin, qui est quand même un peu le géant de l'Afrique, mais qui est très très parlant de ce point de vue, vous avez une méfiance forte entre l'état-major et les non-commissioned officers, les sous-officiers, puisque la plupart des coups d'État les plus sanglants ont été menés par des sous-officiers contre la hiérarchie militaire. Les sous-officiers se méfient eux-mêmes de leurs soldats, des hommes du rang, donc ils leur donnent très peu de munitions, de peur qu'ils ne soient revendus ou que ces armes soient utilisées contre les officiers supérieurs. Et donc finalement, vous vous retrouvez avec des soldats qui sont isolés, dans des régions reculées, qui ont très peu de balles et qui du coup tirent, ils ont peut-être 4 balles, ils vont tirer les 2 premières balles et ensuite ils vont décamper en laissant leurs armes derrière eux. Et c'est ces stocks-là qui servent essentiellement en fait à armer Boko Haram, pas des armes en provenance de Libye. Là, on a suffisamment d'informations, y compris par des ONG spécialisées qui retracent les numéros de série des armes saisies dans les groupes djihadistes, y compris au Mali. Il n'y a pas beaucoup de choses qui viennent en Libye, et pour ça, il y a une bonne raison d'ailleurs, c'est que les Libyens se font la guerre eux-mêmes, donc ils ont besoin de leurs armes. Donc ils n'ont pas intérêt à les refiler aux subsahariens. Donc là, c'est plutôt des armes qui sont saisies localement. On sait qu'il y a aussi de la corruption, de trafic d'armes, y compris dans les forces armées, dans les forces de défense et de sécurité. Et donc, la corruption, le fait par exemple que les contrats d'achat d'armes ne sont pas honorés, donc les soldats sur le terrain sont sous-équipés, évidemment, ça joue un rôle énorme. Mais au-delà de ces dysfonctionnements opérationnels des forces armées en lice, en fait, on touche tout de suite à la question du politique et de la gouvernance. Et c'est là que ça devient compliqué. Parce que un président africain, qu'il soit élu ou non, qu'il soit lui-même issu des rangs des militaires ou un civil élu, il a peur de ses propres forces armées. Et je sais que c'est un discours difficile à faire passer ici, mais on voit bien cette méfiance forte, à la fois de la part de présidents élus ou de présidents d'origine militaire, qui craignent en permanence le coup d'État et qui, du coup, ne sont pas en capacité de réformer leurs armées et de combattre ces questions de corruption et d'impunité sans craindre la mutinerie et aussi le coup de force. Donc il y a un vrai problème de gouvernance qui touche à la question de l'État et qui m'amène un peu à ma conclusion, qui est que, selon moi, finalement, le djihadisme, et je ne parle pas que de Boko Haram, encore une fois, je parle aussi de la question de la Katiba Massina, d'AQMI, et de tous ces groupes que l'on voit aujourd'hui au Mali. La question du djihadisme, quelque part, c'est d'abord et avant tout un symptôme de la crise des États au Sahel. Et ça veut dire aussi que la réponse, d'abord, elle est entre les mains des Africains, pas des Occidentaux, ni des Français, ni des Américains, ni des Canadiens, excusez-moi. Elle est d'abord entre les mains des Africains, et c'est d'abord la question de l'État. Mais cette question, évidemment, c'est un chantier de longue haleine, parce que la construction de l'État, la capacité, parce qu'on parle de la police, on parle de l'armée, mais ça, c'est qu'un élément de la question. Il y a aussi la question de la justice. Parce que les groupes djihadistes sont porteurs d'une demande de justice, que ce soit sur les victimes de ces conflits, puisque dans ces conflits, et là je ne vous apprends rien, en tout cas je l'espère, vous le savez sans doute, les forces gouvernementales tuent plus que les groupes djihadistes.
Mais bon, après tout, les États-Unis en Irak et en Afghanistan ont tué beaucoup plus aussi que Al-Qaïda à l'échelle planétaire. Hein. Ça, c'est des choses qui sont quand même assez bien connues. Et c'est d'ailleurs assez mathématique. Hein. On les a vus aussi dans les mouvements de libération nationale en Afrique, hein. Les mouvements de lutte armée. Généralement, les forces gouvernementales, à l'époque les forces coloniales, tuaient beaucoup plus que les forces insurrectionnelles. N'empêche que les insurgés de l'époque, les forces de libération nationale, finissaient par remporter le pouvoir. C'est pas parce qu'ils perdaient plus d'hommes que ceux qui les combattaient que pour autant ils allaient perdre ces guerres. La vraie question, c'est d'abord une question aussi de capacité létale. Et là, évidemment, les forces gouvernementales en lice ont une capacité à s'approvisionner en armes. Elles ont une armée de l'air que n'ont pas les groupes djihadistes. Donc, elles ont mathématiquement des capacités à faire des dégâts humains qui sont beaucoup plus importants que les groupes qu'elles combattent. Donc effectivement, on est dans des situations de guerre asymétrique, comme on les appelle, où finalement les forces gouvernementales tuent plus que les groupes qu'elles combattent. Et donc il y a cette demande de justice sociale aussi qui est extrêmement forte. C'est-à-dire que la solution, quelque part, elle est à la fois dans l'amélioration de la gouvernance, elle est évidemment dans l'amélioration de la réponse militaire et policière. Et je dis police parce que la police est très importante. Souvent, on voit que derrière le terme djihadisme, il y a en fait tout un enchevêtrement il y a plein de couches de violence sur la question des conflits autour du bétail, de l'accès à la terre, des couloirs de transhumance, des voleurs de bétail. Tout ça s'entremêle, en fait. Et tout ça, ce sont aussi des questions de régulation des conflits, où l'État doit jouer un rôle absolument fondamental, à travers la police notamment. Mais qui dit police dit aussi justice, dit aussi système pénitentiaire. Donc tout ça se tient. C'est pas uniquement l'amélioration de la réponse militaire qu'il faut. Il faut aussi penser police, justice, les prisons, et puis évidemment aussi toute la question du développement. Donc voilà, moi je dirais que finalement, souvent le terrorisme, c'est aussi un symptôme de la crise des États. Et c'est comme ça que moi je le comprends en tant que politiste. Voilà, je m'arrêterai ici. Merci de votre attention. Merci, chers collègues. Merci, chers collègues, pour cet exposé. Je ne vais pas reprendre ici ce que vous dites, mais je voudrais quand même vous camper le terrorisme, qui pour vous peut être subjectif et même qui peut être à la fois problématique, en ce sens que les djihadistes d'aujourd'hui peuvent être notamment des dirigeants de demain, et en ce sens que finalement, selon vous, notamment chaque État, chaque organisation a sa propre liste, n'est-ce pas, des groupes djihadistes. Ouais. Ça, vous commencez par là. Mais j'ai pas dit que les djihadistes pouvaient être les dirigeants de demain. Hein. J'ai dit que la question du terrorisme était contestée. Hein. Mais je ne dis pas que les djihadistes peuvent être les dirigeants de demain. À l'échelle de l'histoire, l'OLP a été considérée comme étant une organisation. Absolument, absolument. Mais il n'en demeure pas moins que, n'est-ce pas, Yasser Arafat soit devenu notamment le président de l'autorité palestinienne. Donc, on a trouvé des exemples comme ça à l'échelle de l'histoire qui peuvent permettre notamment de le dire. Mais ce qui est davantage très intéressant, n'est-ce pas, dans votre discours, c'est que vous tentez de nous dire qu'il y a un savoir scientifique qui est différent selon les États. Notamment le savoir scientifique, n'est-ce pas, produit au Nigeria, serait normalement quelque peu sur un terrain, sur notamment des postures épistémologiques et théoriques qui pourraient aboutir à des résultats différents, n'est-ce pas, selon les États. Et vous tablez sur la question notamment de la résilience, notamment des groupes djihadistes, et vous posez sur la table la réflexion en termes, n'est-ce pas, de motivation des combattants, la sociologie du combat. Et pour vous, l'une des focales principales, c'est la faiblesse de l'État. Cette faiblesse de l'État qui est à l'origine, selon vous, notamment de la résilience, n'est-ce pas, du phénomène djihadiste, parce que vous pensez que le discours de ces groupes, notamment pour ce qui est de l'Afrique, n'est pas fondé sur davantage fondé sur la volonté de protéger notamment la Oumma, la communauté musulmane, contre, n'est-ce pas, cet État prédateur. Vous revenez sur la notion d'État prédateur. Et c'est en ce moment-là que vous nous ramenez, n'est-ce pas, dans la théorie de la sédition. La théorie de la sédition de Thomas Hobbes, en fondant votre analyse sur la question du mécontentement et du ressentiment. Le mécontentement et le ressentiment. Mécontentement et ressentiment que vous crevez à partir notamment de deux entrées, le désir de protection, le désir de justice. Désir de protection qui pourrait être lu dans votre réflexion à partir du fait que vous pensez que les forces de défense sont défaillantes et que c'est davantage
les préoccupations sécuritaires qui justifient la résilience, n'est-ce pas, du djihadisme dans cet espace, selon vous? Et c'est une perspective qui renouvelle un peu les savoirs dans cet espace. Perspective intéressante, mais perspective qui pourrait être discutée également, notamment par les autres intervenants. Deuxièmement, vous dites qu'il y a une question d'impunité, impunité qui est construite à partir de la difficulté que les gouvernants, et là vous pointez la question du politique et par extension les problèmes de gouvernance qui empêchent notamment la réforme des armées. Et c'est pour ça que sur ce point, on pourrait dire que les trajectoires ne peuvent pas être les mêmes. On pourrait relativiser notamment selon les cas. Et c'est en cela que notamment la perspective prudente qui voudrait que le discours scientifique ne soit pas généralisé notamment à d'autres États soit retenue. Mais ce qui est très intéressant, c'est que vous nous montrez que les forces de défense, dans leur déploiement, produisent un certain nombre d'injustices, n'est-ce pas, par les crimes, les dégâts collatéraux qui sont causés notamment par leur lutte contre les djihadistes, ce qui peut véritablement créer au sein, n'est-ce pas, de la population un désir de justice. Vous pensez que la régulation passerait par la police, mais pour que cette régulation passe par la police, il faudrait encore, notamment, qu'il y ait la justice, que les prisons soient davantage bien aménagées. Et il y a une question qui reste quand même prégnante de ce point de vue, c'est que est-ce que le droit pénal de l'ennemi, puisqu'on considère aujourd'hui dans cet espace, notamment les terroristes, comme étant notamment des ennemis, est-ce que le droit pénal de l'ennemi est un droit qui a souvent été moralisé au regard des expériences que vous connaissez, notamment des expériences en Irak et partout ailleurs? C'est peut-être des réflexions que nous mènerons tout à l'heure, mais nous voulons saluer l'arrivée du professeur Saïbou Issa, qui est en ligne, professeur d'histoire dans les champs de l'histoire du crime et des questions stratégiques en Afrique. Ces travaux portent essentiellement sur la criminalité transfrontalière, les partenariats de sécurité et les mobilisations identitaires dans les champs politiques et stratégiques en Afrique centrale et dans le bassin du lac Tchad. Il a excessivement écrit sur l'insécurité au nord du Cameroun, les crimes organisés, et ses travaux récents essaient de faire la jonction entre crimes organisés et Boko Haram. Chers collègues professeurs, vous avez la parole pour nous présenter votre expérience, n'est-ce pas, de chercheur, sur ces questions. Bien, bonjour, cher professeur Madjem, Marc-Antoine, bonjour, Cédric, bonjour. Plaisir de vous retrouver à distance et malheureusement, pas de possibilité de continuer nos échanges après cette conférence en présentiel, ce qui sûrement aurait permis de revenir sur le nombre de discussions que j'ai suivies depuis cet après-midi sur une question qui est si transversale qu'elle influence aujourd'hui de la réflexion qui est la nôtre. D'entrée de jeu, je me pose bien la question de savoir, lorsque nous parlons du terrorisme et de Boko Haram, de quoi est-ce que nous parlons? Nous refusons de nommer véritablement la cible de nos recherches parce que nous sommes dans une sorte de généralisation, parce que de Boko Haram, il n'en existe plus dans le bassin du lac Tchad en tant qu'organisation. Tout comme d'ailleurs, il n'en a existé que dans le contexte de Mohamed. Or, lorsqu'on lit la plupart des actions de production qui sont faites depuis au moins 2016, avec l'avènement de l'État islamique de l'Ouest, l'évolution vers Bakura aujourd'hui, l'extension de Ansarou plus au centre du Nigeria et le regain d'activité d'Ansarou, et puis d'autres petits groupes qui naissent ça et là, qui font de la prédation sous couvert du label Boko Haram. Il faudrait bien qu'au terme de cette conférence, nous soyons en mesure, en termes de ciblage organisationnel, de manière à lorsque nous parlons de l'ancien Jamaat al-Sunnah al-Da'wah wal Jihad, alors lorsque nous parlons de ISWAP,
bien que nous sachions exactement nous parlons, parce que et les modes opératoires, et les mobiles, et le niveau de dangerosité, en même temps que la perspective que les uns et les autres ont par rapport à leurs actions sur le terrain est variable. Le deuxième élément de mon intervention tient à dire que nous devons sortir de la durabilité des organisations qui sont en jeu aujourd'hui, parce que le débat sur les organisations actuelles montre bien que nous risquons de tomber dans des analyses éphémères, parce que comme l'ont montré les organisations au Sahel, que ce soit en Sardine, Oudjao et autres, il y a des recompositions qui se font au jour le jour, ce qui fait qu'une approche organisationnelle visant, ciblant des entités existantes ne nous permet pas de faire une analyse approfondie du phénomène plutôt que de ces acteurs. Cette perspective actorielle, finalement, nous éloigne de ce que je considère être en réalité le fond du problème dans la région. Et je reviendrai à cela. Donc, je pense qu'il faut sortir de la durabilité dans les transformations, parce que les groupes armés terroristes, les groupes criminels de manière générale, qu'ils opèrent aujourd'hui ou qu'ils aient opéré hier, ont ceci de caractéristiques qu'ils s'adaptent aux réponses, qu'il s'agisse de réponses économiques ou des réponses militaires, et surtout réponses militaires. Ça fait donc finalement la quasi-totalité des réponses, et en particulier les réponses militaires, viennent en retard en haut des criminels. Les terroristes, pour le cas d'espèce, fait plutôt preuve de proactivité. Je trouve également que nos analyses sont parfois très sophistiquées. Nous cherchons des explications très sophistiquées, des théorisations très sophistiquées, là où en réalité nous peinons à localiser, à faire la territorialisation des pratiques. Et Marc-Antoine le sait mieux que moi pour avoir travaillé sur le terrain nigérien, où les éléments empiriques font la démonstration de ce que toute généralisation théorique dans un environnement où on a affaire à des phénomènes qui sont peut-être renouvelés, et bien renouvelés, pas nouveaux, parce qu'au moins pour le bassin du lac Tchad, il n'y a pas de menaces nouvelles, il n'y a que des menaces renouvelées, dans la mesure où il y a des transformations qui se font à partir de la capitalisation des acquis des réseaux criminels antérieurs. Une chose que je voudrais dire, c'est qu'il faut garder toujours présente à l'esprit entrepreneurial qui sublime l'explication contestataire. Des raisons de captation des ressources, pour des raisons de résolution des problèmes transversaux d'irriment de développement, a parfois ancré l'explication du djihadisme ou tout au moins de la mobilisation de la main-d'œuvre criminelle dans le bassin du lac Tchad, au Sahel, par les difficultés d'accès aux ressources publiques, l'absence des difficultés d'accès aux services sociaux de base. Certes, ceci est un phénomène général, mais c'est que les différentes organisations, qu'elles soient criminelles ou terroristes, en tout cas sur la base de ce que les éléments de terrain démontrent, tendent à avoir une logique entrepreneuriale. Et là, je rejoins Marc-Antoine qui faisait état de ce qu'aujourd'hui, il y a un net recul du facteur religieux dans un environnement où on se rend bien compte que nous avons affaire à des opérateurs économiques criminels et les violences génératrices de revenus en ce moment-là, remplaçant opportunément ce que nous avons coutume d'appeler les activités génératrices de revenus. Trois axes de réflexion structurent aujourd'hui nos réflexions pour ce qui concerne l'Université de Maroua et nos partenaires dans le bassin du lac Tchad et au Sahel. Premièrement, c'est l'analyse des conflictualités et des transfrontalités. Nous parlons de conflictualité parce que nous pensons que nous sommes en présence d'un système de risques et de menaces qu'il s'agit d'analyser de façon imbriquée parce que les passerelles entre les différents phénomènes d'instabilité sont établies et que tout isolement d'un phénomène spécifique pour en faire l'intelligence
est voué à une analyse parcellaire. Nous pensons que les dynamiques transversales dans les zones transfrontalières sont celles qui permettent justement d'expliquer pourquoi il y a de la résilience de certains de ces groupes. Nous parlons de transfrontalité plutôt que du transfrontalier ici, parce que nous avons affaire à des zones de continuité, non seulement de continuité territoriale, mais aussi de continuité sociologique qui fonctionnent comme des excroissances à l'intérieur desquelles s'établissent des systèmes de gouvernance infra-étatiques et parfois dans lesquels l'illégalité est sublimée à des fins, évidemment, d'extraction de l'État. Et lorsque arrivent des phénomènes comme celui du djihadisme, ils tombent sur des terrains qui sont propices, avec des réseaux qu'ils connaissent et qui sont démantelables assez aisément, comme c'est le cas aujourd'hui dans le bassin du lac Tchad. Nous pensons aussi que la transfrontalité sied davantage un environnement où la circulation des menaces se nourrit de la reproductibilité des conflits. Parce que nous passons plus le temps à gérer les conflits plutôt qu'à les résoudre. Et parce qu'on les résout, on les gère, en fait, on fait de la transposition génération sur des problèmes qui s'agrègent, créent des sédimentations, lesquelles sédimentations complexifient les problèmes à résoudre. Il y a aussi une logique de convertibilité des acteurs. Parce que ceux qui, hier, avaient été dans la contrebande, c'est les mêmes parfois que vous retrouvez dans le crime organisé, aujourd'hui par le terrorisme. Pour le cas de Boko Haram, on sait bien que les acteurs transfrontaliers, les acteurs illégaux transfrontaliers jouent un rôle essentiel dans la survie, dans l'opérationnalisation menée de Boko Haram dans ces zones frontalières. Nous nous intéressons dans cet axe-là à l'interrégionalisation parce que nous pensons qu'on a passé beaucoup plus de temps à focaliser l'attention sur les communautés économiques régionales, oubliant les frontières extérieures de ces communautés économiques régionales, parce que rares sont les cas comme celui du Comité international de coordination dans la lutte contre la piraterie maritime, qui fonctionne une synergie entre des communautés économiques régionales distinctes, ce qui permet la fluidité, la circulation menaces et des acteurs de ces menaces-là, Sahel et le bassin du lac Tchad, ou le Sahel, le G5 Sahel, par exemple, et la CPLT, n'ont pas une plateforme d'interaction face à une menace qui leur est commune. Nous essayons de définir des bassins stratégiques en fonction du type de menace, en fonction des interactions qu'il y a dans différentes zones du continent, sans tenir compte véritablement des limites géopolitiques héritées, soit de la colonisation, soit de la configuration des organisations sous-régionales. Notre deuxième axe, il s'intéresse aux défiances et aux résiliences criminelles. Nous ne parlons pas de défis, parce que les défis sont économiques, ils sont sociaux, etc., on les connaît. Des défiances, parce que on observe bien aujourd'hui que la plupart des menaces sont portées par des personnes qui sont par défaut, qui ont une telle audace qu'on se rend bien compte que c'est un défi à l'État, un défi au système organisé à affronter parce qu'ils estiment avoir mobilisé les ressources nécessaires, qu'elles soient financières, qu'elles soient militaires ou autres. Résilience aussi parce que autour de la question de la résilience, les problématiques telles que de la constitution des mains d'œuvres criminelles illégales, la problématique de l'autochtonisation du terrorisme sur le continent africain face à son autofinancement notamment, face à la culturation, endogénisation des mobiles. Troisième et dernier axe, c'est celui de la tentacularisation du DDR, finalisation du terrorisme. Tentacularisation du DDR, parce que l'on observe que la définition même du DDR aujourd'hui en rapport avec le terrorisme est particulièrement difficile, tout comme il est difficile de définir le terrorisme
lui-même aujourd'hui. Nigeria, en passant par le Niger et le Tchad, la dénomination même du DDR varie, les objectifs varient, la mise en œuvre varie, parce que justement, il est difficile, face à un phénomène certes régional, une réponse commune, parce que la manière avec laquelle Boko Haram se présente dans ces différents pays est variable. Je parle sous le contrôle de Sédhic Abba, fait l'une des premières publications sur les repentis de Boko Haram. Eh bien, on a bien vu l'exemple du camp de Goudoumaria, qui a été une très bonne initiative, mais qui ne semble pas aujourd'hui avoir atteint les objectifs qui sont les siens. Le cas le plus extrême, celui du Nigeria, on peut appeler succès le fait qu'environ 52 000 ex-combattants et membres de leur famille soient rendus, mais on ne sait pas exactement qu'est-ce qu'il faut en faire, c'est d'autant plus que du centre ou bien du centre de Bulunkutu, même les hommes politiques nigérians sont hostiles pour retour de ces personnes-là en communauté. On peut multiplier les exemples sur le continent africain et on comprend bien que, par exemple, la CPLT a pris acte de ce qu'il est difficile d'avoir une version générique du DDR, d'où la nécessité de le localiser à travers ce qu'on a appelé désormais le Community-Based Reintegration. Et au-delà de cela, la possibilité de mettre autour du DDR un ensemble d'autres questions, celle des comités de vigilance, celle des jeunes qui ne se sont pas engagés, que ce soit un package de choses. Nous parlons de la criminalisation du terrorisme et dans le panel, ce sujet a été abordé. On ne le voit peut-être pas venir, mais il est clair aujourd'hui que ce qui se passe par exemple dans les monts Mandara, avec les attaques répétées de Tourou, ou alors plus amplement ce qui se déploie dans le centre du Nigeria avec les bandits armés qui utilisent les engins explosifs improvisés, utilisent des attentats à la Boko Haram, montre bien que tout au moins s'il y a un transfert des terroristes vers les criminels, si ce n'est une criminalisation des terroristes, avec des risques d'expansion dans des zones où, justement, les zones frontalières sont plutôt transfrontalières. Soit il est possible, justement, d'aller. À ce jour, nous avons achevé un certain nombre de projets qui vont faire l'objet de livres dans les tout prochains mois sur la question des et des mobilités transfrontalières, la discussion du secteur pastoral des zones du Nigeria et du Tchad. C'est un livre qui est achevé et qui, dans les prochaines semaines, les prochains mois, sera publié. Notre projet sur la transformation des codes coraniques. Nous ne parlons pas de formalisation, nous parlons de transformation coranique, parce que nous ciblons aujourd'hui des catégories à risque et nous essayons de voir dans quelle mesure est-ce que nos analyses peuvent permettre d'aller vers la quête de solutions à un phénomène sociétal, parce que les écoles coraniques sont un phénomène sociétal qui mobilise beaucoup. Au terme de notre analyse, aujourd'hui, on a été en mesure de faire le point de situation. Peut-être qu'on n'a pas achevé toute la question seulement. Nous parlons de transformation. Vous verrez bien le moment venu ce que nous avons appelé transformation. Le troisième projet que nous venons de boucler, c'est celui de recherche pilote sur la caractérisation stratégique de la partie est du Cameroun, pour voir comment les pays, en réalité, un pays comme le Cameroun en est un exemple patent, sont confrontés à des bassins stratégiques, peuvent avoir des bassins stratégiques distants, nombreux. On a le bassin du lac Tchad, par exemple, et dans lequel le Cameroun est engagé à gérer le Nigeria, le Tchad, notamment face à Boko Haram, stratégique à part entière. On a l'ouest et le sud-ouest, qui est un bassin stratégique. La péninsule et la zone maritime avec la piraterie maritime
C'est un bassin et l'Est Cameroun aujourd'hui avec la situation en République centrafricaine, la situation et les suites du Tchad constituent un bassin stratégique avec des défis opératoires. Donc, nous essayons non pas de reconstruire la carte de l'Afrique, du point de vue stratégique, il est important de relire les choses non plus en termes de frontières et lignes de souveraineté, mais de lignes géopolitiques définies et limites des communautés économiques régionales, plutôt de voir comment les risques et les menaces actuelles conduisent à la redéfinition d'espaces stratégiques et les adresser donc. Voilà en substance, professeur Mandiem, mes chers amis, ce que j'ai voulu dire. La merveilleuse conférence et nous réunit. Merci. Merci, professeur, pour cet exposé. Nous vous remercions pour cet exposé assez parole directement à Sidi Kaba pour le partage d'expérience et puis sa trajectoire d'espace chercheur sur ces questions. Un grand merci, professeur. C'est un énorme plaisir de me trouver à Yaoundé aussi pour échanger avec vous, partager mon expérience et m'enrichir aussi sans doute de vos connaissances sur cette question. Je pense que je commencerai par dire comment je suis tombé dans cette histoire, comment je suis moi-même tombé dans l'intérêt pour Boko Haram. En réalité, il y avait au départ un intérêt personnel. Moi, je suis... Difa se trouve dans le sud-est du Niger. J'ai grandi dans la capitale régionale. Et en février 2015, comme vous savez, Difa, le Niger, a connu sa première attaque djihadiste. Boko Haram a fait sa première opération à Difa. Et Difa étant chez moi, je me suis dit, mais comment cela a pu arriver? Et avant cela, d'ailleurs, quand Difa a été attaqué, par la suite, j'ai, en essayant, puisque c'est chez moi, de m'informer au quotidien de ce qui se passe à Difa, j'ai appris qu'une jeune fille qui était ma voisine, à moi, quand j'étais jeune à Difa, est allée dans Boko Haram. Et j'avais écrit un article à l'époque pour le journal Le Monde, dans lequel j'explique comment Falmata Kolo, cette jeune fille de Difa, a pu aller dans Boko Haram, parce que c'était une histoire pour moi impossible. Et j'ai essayé de décrypter, et de fil en aiguille, le monde a trouvé beaucoup d'intérêt à cette narration, à ce récit. Et puis, je suis venu de Paris à Difa pour faire une série d'articles sur Boko Haram et Difa, et j'ai vu plusieurs aspects. J'ai fait une série Retour à Difa. Un jeune de Difa qui a grandi à Difa et qui revient à Difa plus de 20 ans ou 30 ans après et qui voit que Difa a complètement été transformé. Je vous invite à relire cet article parce que moi, quand j'étais jeune à Difa, personne ne fermait sa porte. Difa, la ville, il y avait... La première fois qu'on a eu, c'était en 1981, c'était parce qu'il y avait le Festival national de la jeunesse. Avant ça, il n'y avait que 5 gendarmes dans la ville de Difa, capitale régionale. Tout le monde se connaissait, la vie était paisible, on n'avait pas besoin de gendarmes, on n'avait pas de voleurs, etc. Et quand je reviens à Difa, je suis accueilli à l'aéroport par des tanks. Il y avait des tanks à Difa, il y avait ceci. Donc, je raconte ce bouleversement dans la série d'articles que j'ai écrits. Donc, voilà comment je suis tombé dans le phénomène. Et depuis lors, j'essaie de contribuer à améliorer la connaissance avec les atouts qui sont les miens. Étant de Difa, je comprends le Kanuri et je comprends le Hausa. Donc, je n'ai pas besoin, souvent, par rapport à le professeur Seibou a parlé du travail qu'on a fait, qui est Voyage au cœur de Boko Haram, qui est un livre qui a été publié par l'Harmattan. Et ce travail, c'est un recueil de témoignages de repentis de Boko Haram, des gens de Boko Haram qui sont allés et qui sont revenus à la faveur d'un programme qu'on a lancé au Niger qui s'appelle Repentir contre pardon, dont je vais parler explicitement en long et en large le vendredi après-midi ici. Donc, je ne veux pas en parler aujourd'hui. En tout cas, lorsque nous avons rencontré ces personnes qui sont revenues de Boko Haram, et on les a interrogés en Hausa et en Kanuri, et moi, j'ai scripté directement ce qu'ils ont dit en essayant d'être le plus fidèle. Et si vous avez l'occasion de lire ce livre-là,
je vous prierai de vous armer de beaucoup de courage parce que certains témoignages sont très poignants. Et il y a l'épisode, par exemple, de quelqu'un qui a été soupçonné d'avoir subtilisé du carburant de Boko Haram et la personne a vu sa main tranchée, sans anesthésie, bien sûr, au coupe et la main sanguinolente a été mise dans de l'huile bouillante. Donc, il y a des choses, mais l'intérêt, c'était de raconter avec énormément de fidélité le récit de Boko Haram. Et l'intérêt de cet ouvrage-là, c'est que pour la première fois, on a réussi à avoir une connaissance presque directe de ce qui se passe à l'intérieur de Boko Haram. Vous savez, Boko Haram est un mouvement un peu paranoïaque et du coup, il n'a jamais été capable, ni pour les chercheurs, ni pour les journalistes, d'infiltrer, pas d'infiltrer, c'est-à-dire que de travailler en toute indépendance à l'intérieur de Boko Haram pour raconter Boko Haram. Et c'est arrivé dans le cas du Nord Mali, par exemple, même lorsque les djihadistes ont occupé le Nord Mali, ils ont permis à des journalistes, je connais Lemine Oudlamine qui était là à Tombouctou, qui se promenait, qui a raconté comment ça se passait. Mais Boko Haram n'a jamais accepté cela et avec ce livre, on a réussi à faire, et depuis lors, moi j'essaie de contribuer à une meilleure connaissance du phénomène, en tout cas au moins pour la partie nigérienne. Et à la suite de ça, on a sorti un ouvrage pour comprendre Boko Haram, qui est une sorte de quiz de questions-réponses avec des éléments élémentaires. Je ne vais pas trop m'attarder sur Boko Haram puisque ça va être l'objet de ma présentation de vendredi. Mais je profite aussi du fait que j'ai travaillé à la fois sur Boko Haram et sur le Sahel occidental. Lorsqu'on parle du Sahel occidental, très souvent, moi qui suis du bassin du lac Tchad, je suis frustré parce que lorsqu'on parle du Sahel, principalement dans les médias, et même en Occident, peut-être moi-même j'ai contribué à cette situation, on met trop le projecteur sur le Nord Mali, sur la zone des 3 frontières. Quand on parle du Sahel, les gens ne considèrent pas que le bassin du lac Tchad fait partie du Sahel. On parle plus du Nord Mali, on parle plus de la zone des 3 frontières du Burkina, alors que le bassin du lac Tchad aussi doit mériter, et à mon avis, on est même plus proche d'une solution dans le bassin du lac Tchad qu'au Nord Mali, où les choses ne font que se dégrader. En tout cas, j'essaie, moi, en ce qui me concerne, de contribuer à ce que le projecteur ne soit pas uniquement braqué sur le Sahel occidental et de temps en temps, à l'occasion des rencontres internationales, j'essaie, récemment encore, on l'a fait à l'Assemblée nationale française, de faire en sorte qu'on parle aussi du Sahel occidental et de ses dynamiques. Je vais plus cet après-midi, à partir de mon expérience, dire un certain nombre de points qui semblent être de conviction. Ce n'est pas mon testament parce que j'espère vivre longtemps encore. Mais je pense que je peux, à partir de mon expérience et à partir de ce que j'ai acquis comme enseignement, de ce que j'ai rassemblé, en comparant le Sahel occidental et le bassin du lac Tchad, un certain nombre de questions que j'ai résumées d'ailleurs pour une partie dans ce livre qui s'appelle Sahel Mali, notre Afghanistan à nous, qui est paru au mois de mars dernier à Paris aux éditions Impact et dans lequel j'explique un certain nombre de choses. Et je ne vais pas raconter le livre, mais je vais retenir quelques points. D'abord, je pense que beaucoup de gens s'interrogent, et moi-même j'ai été interrogé, sans doute Marc aussi, sans doute Issa Seibou, qu'est-ce qui n'a pas marché au point où aujourd'hui il y a un sentiment d'échec de la réponse contre la menace terroriste et l'extrémisme violent au Sahel. Les gens ont un sentiment d'échec. Si vous voyez, moi j'ai de la peine à accepter, on parle beaucoup de rejet du sentiment anti-français au Sahel. Moi je pense que plutôt il y a un rejet de la présence militaire parce que les gens disent comment la France avec tous ces drones, avec sa technologie, avec ses mirages à Bamako, N'Djamena, avec ses drones à Niamey, n'a pas pu écraser les terroristes. Donc, il y a une sorte d'incompréhension de la part des opinions publiques, notamment sahéliennes. Et à mon avis, un des enseignements, ce n'est pas le seul, ça doit nous amener à nous interroger sur le choix du tout militaire et sécuritaire. Cette situation, pour moi en tout cas, prouve la limite du tout sécuritaire et militaire parce que on a privilégié à la fois au niveau des États et au niveau de nous la question du militaire et du sécuritaire. Vous savez, lorsque le président Macron a réuni en janvier 2020 à Pau ses homologues du G5 Sahel, la décision qui en est sortie, la première décision, c'était on va augmenter le nombre de soldats français dans la zone de frontières. On va envoyer 600 soldats supplémentaires parce que pour le président Macron et ses homologues, il faut augmenter les effectifs, il faut augmenter les moyens
pour pouvoir renverser la situation dans la zone de 3 frontières. Or, ce qu'on constate, 9 ans après le début de Serval, Serval étant fini, Barkhane a pris le relais, en tout cas près de 9 ans après Barkhane, on constate que la solution, la réponse qui a été apportée n'a pas empêché l'extension territoriale. Il y a eu en 2014 la menace terroriste sur l'implantation territoriale concernait à peu près 20% du territoire malien. C'est devenu 80% du territoire malien. Ça s'est exporté aux pays voisins, le Niger et le Burkina. Ça menace aujourd'hui d'arriver, c'est même déjà arrivé d'ailleurs, au pays du Golfe de Guinée. Vous savez que le Bénin a été attaqué 4 fois. Le Togo vient d'être attaqué. La Côte d'Ivoire a été attaquée 3 fois. Donc, sur le plan de l'extension territoriale, il y a une extension territoriale que la réponse actuelle, parce qu'elle est basée sur le tout militaire et sécuritaire, n'a pas empêché. La deuxième chose que cette réponse militaire et sécuritaire n'a pas empêché, c'est aussi l'endogénisation du terrorisme. Et comme il a été dit ce matin par le professeur que je salue, et au début en tout cas, et quand le djihad a commencé au Sahel, Marc a fait bien de souligner, et moi je considère que le terreau, la conjoncture que le djihad a trouvé a permis que le djihad s'accélère plus vite parce que l'État est défaillant, parce qu'il y a la pauvreté, parce que ça a permis l'accélération. Mais historiquement, le terrorisme au Sahel est venu de l'implantation du GSPC dans le nord du Mali. Le GSPC qui s'est implanté au nord du Mali, qui est devenu AQMI, et a profité aussi du fait que beaucoup de pays occidentaux, on se souvient, on en parle peut-être peu, beaucoup de pays occidentaux ont payé des rançons pour libérer leurs ressortissants. Plus de 100 millions d'euros de rançons ont été payés. Et cet argent de ces pays à faire ce qu'ils ont fait, a remplacé même l'État d'argent pour faire des... Par la suite, on a assisté, on a en djihadistes des locaux. Vous allez dans la zone des 3 frontières, ce sont des Peuls, ce sont des Haoussa, ce sont donc le terrorisme qu'on remarque malgré moi et pour moi, ça prouve la limite sécuritaire. Deuxième point sur lequel je voulais intervenir, c'est l'échelle, j'en parle. Plus efficace. Parce qu'au Sahel, l'aide est à la fois un facteur du développement humain, mais aussi une solution à la crise sécuritaire. Si vous ne donnez pas du travail aux jeunes de la zone des 3 frontières, si vous ne faites pas en sorte que le jeune ne soit pas recrutable pour $100, pour 100 €, quels que soient les drones que vous allez acheter à la Turquie, quels que soient les avions de combat que le Nigeria va acheter, le Nigeria, je fais une parenthèse pour en parler, on a évalué par exemple, vous savez que sous Trump, le Nigeria voulait acheter des avions Tornado, 12 avions Tornado, et Trump avait dit non, c'était sous Obama. Le Nigeria voulait acheter et Obama avait mis son veto en disant qu'il y a des violations de droits de l'homme au Nigeria, on ne leur vend pas les avions. Dès que Obama est parti, Trump est venu, Trump a dit non, moi je m'en fous des droits de l'homme, ce qui m'intéresse c'est l'argent du Nigeria. Donc ils ont vendu 500 millions de dollars, le Nigeria a acheté. Et récemment encore, le Nigeria a acheté pour 874 millions de dollars d'hélicoptères de combat aux États-Unis. Donc, si vous mettez ensemble, ça fait 1,3 milliard de dollars que le Nigeria a acheté en si peu de temps pour combattre
l'insécurité et l'insurrection. Si tout cet argent-là avait été mis en partie pour créer des emplois, pour développer les zones nigériennes dans le bassin du lac Tchad, je suis sûr que ça aurait soustrait des jeunes du bassin du lac Tchad à la possibilité d'être recrutés. Il faut absolument donc que la question du développement soit intégrée dans la réponse. Le troisième point sur lequel je pense qu'il est bon que je dise 2 ou 3 mots, c'est la question aujourd'hui qui est en débat, celle de négocier ou non avec les groupes djihadistes. Vous savez que le débat est ouvert sur la négociation ou non avec les groupes djihadistes. Même le Niger, qui était assez réticent à un moment, a décidé par la voix de son président, qui a rencontré les cadres nationaux au mois de mars et février, leur a dit que si c'est la solution de discuter avec le groupe djihadiste, j'ai déjà pris l'initiative. Certains ont été libérés de la prison de haute sécurité de Koutoukale. Je suis entré en contact avec les pères biologiques de certains djihadistes. Et donc, l'idée de la discussion avec le groupe djihadiste fait son chemin. Et le Burkina Faso, après une période où, sous le régime de Roch Marc-Christian Kaboré, le Burkina ne voulait pas en entendre parler, depuis l'arrivée des militaires, le Burkina a décidé de dialoguer, on ne dit pas négocier, de dialoguer avec le groupe djihadiste. Et au Burkina, où j'étais il y a une semaine, on dit non, on veut dialoguer, mais on ne veut pas négocier. Donc, et leur idée, c'est qu'on puisse créer des comités locaux. C'est les comités locaux qui vont parler au groupe djihadiste, l'État étant facilitateur. Et un exemple précis, le Burkina, le chef religieux de Djibo, a été mandaté pour parler avec des groupes djihadistes. L'armée l'a pris pour l'héliporter. Là où il va parler avec des groupes djihadistes, s'il finit de parler, on va le prendre pour le ramener. Donc, l'État est facilitateur de la négociation, mais il n'est pas partie prenante directement à la négociation. Ça, c'est l'exemple du Burkina. Au Mali aussi, vous savez, il y a eu 2 assises nationales qui ont dit qu'il faut négocier. Et le président Djankounda a été mandaté pour prendre langue avec le groupe djihadiste, mais ça ne s'est pas fait. Mais donc, il y a dans toute la sous-région une sorte de, en tout cas, une évolution de la position par rapport à la discussion avec le groupe djihadiste. Maintenant, il faut savoir comment ça va se faire, comment ils vont discuter. Selon les pays, les choses peuvent être différentes. Donc, maintenant, je voudrais conclure par ce qui me semble être nécessaire, parce qu'à mon avis, et au regard de l'expérience que j'ai faite, il y a besoin d'un changement de paradigme. La façon dont ça a été géré jusqu'ici ne me semble pas avoir été efficace. Qu'est-ce qu'il faut faire alors? Parce que ce n'est pas une fatalité. Cette question a sans doute une solution. Il faut, à mon avis, avoir une solution holistique. Qu'est-ce que j'appelle une solution holistique? C'est une solution qui continue d'intégrer le tout militaire et sécuritaire. Moi, ce dont j'ai peur, honnêtement, aujourd'hui, en tant que Sahélien aussi, c'est que je n'ai pas l'impression que nous sommes dans une trajectoire de changement. Quand j'entends le Niger dire on a livré 6 drones achetés à la Turquie, quand j'entends le Burkina dire ah oui, nous aussi on va acheter des drones, j'ai le sentiment qu'on continue à privilégier la solution militaire et sécuritaire. Or, à mon avis, il faudrait un juste équilibre. Il faudrait sans doute continuer à maintenir le feu au fer sur le plan sécuritaire et militaire, mais il faut que l'aspect développement monte en puissance. Et quand je dis l'aspect développement, ça rejoint les investissements qu'il faut faire. Et ça rejoint ce que Marc a dit. Il faut aussi que l'État, il faut un retour de l'État. Il y a des zones, surtout pas en ce qui nous concerne, dans le bassin du lac Tchad, comme vous savez, il y a des zones qui échappent complètement au contrôle de nos États. Il y a, avec l'assèchement du lac, de Toumbu se sont formés, ce qu'on appelle le Toumbu. Ce sont des petites îles. Les îles où voilà, l'État n'est pas là et les groupes profitent pour faire leur rôle. Donc, il faut un retour de l'État. Il faut absolument que c'est important, que ce soit au Sahel ou il faut un retour de l'État. Il faut un État protecteur. Il faut un État juste. Parce que tous ceux qui travaillent sur cette question se sont aperçus que parmi les facteurs d'embrigadement des gens de Boko Haram, l'aspect religieux est le plus faible. La question de l'absence d'emploi pour les jeunes, la question de la justice, la question communautaire, toutes ces questions doivent être intégrées. Et à mon avis aussi, il faut que ce soit dans le bassin du lac Tchad ou au Sahel occidental, il faut qu'on
n'intègre les populations comme une solution. Jusqu'ici, il y a même une crise de confiance entre les populations et les forces de défense et de sécurité. Il faut ressouder. Et un des éléments qui a accéléré cette crise de confiance, c'est que c'est l'impunité aussi. Quand les gens sont tués à Moura, au Mali, on ne poursuit personne. Le pouvoir se met dans une position de déni en disant que tous ceux qui ont été tués sont terroristes. Alors que, voilà, il aurait fallu peut-être faire. Donc, ce sont l'ensemble de ces facteurs mis ensemble qui vont permettre de relever le défi sécuritaire, parce qu'au Sahel, je pense que nous avons d'autres urgences que d'investir tout l'argent qu'on gagne dans des questions sécuritaires. Quand vous prenez un pays comme le Niger, qui met 15% de son budget national dans les dépenses de sécurité, alors qu'il a un des taux de scolarité le plus faible au monde, vous voyez, c'est très préjudiciable. Donc, il faudra sans doute rapidement régler toutes ces questions sécuritaires pour passer aux questions de développement. Voilà, Monsieur le Président, quelques points, à mon avis, qui peuvent nourrir notre discussion de cet après-midi, sachant que pour tout ce qui concerne Boko Haram, moi, je reviendrai le vendredi pour parler de l'expérience du Niger et comment on en est, où est-ce qu'on en est avec cette question de Boko Haram. Je vous remercie. Merci, merci, merci. Merci, chers collègues. Je voudrais, pour essayer d'être plus productif, renvoyer la parole du côté de l'auditoire pour que nous recueillions quelques questions pour permettre notamment aux intervenants d'approfondir véritablement ce qu'ils avaient à dire. Donc, nous allons prendre une série de 3 questions. Première série, 3 questions. Quand vous vous levez, vous présentez et vous dites à qui s'adresse votre question. Si c'est une question transversale, vous dites que la question est transversale. Est-ce qu'il faut que je me lève? Est-ce qu'il faut que je me lève ou bien? Bonsoir à tout le monde. Je suis Janine Fan, je suis journaliste. Je travaille pour Cameroun Tribune. En suivant la conclusion de Cédric tout à l'heure, tout de suite, j'ai failli abandonner ma question, mais je la maintiens. Parce que sa solution me semble la solution qu'il propose, parce qu'il dit qu'il faut davantage, si on trouvait des emplois aux jeunes, si on trouvait un juste équilibre entre les solutions militaires et sécuritaires, peut-être qu'on inverserait la tendance. Est-ce que ces solutions-là sont si faciles à implémenter? Est-ce qu'on va arriver un jour à donner du travail à tout le monde? Et puis, je me pose bien la question de savoir à qui profitent les assauts terroristes en Afrique? Est-ce que quelque part, les gens n'ont pas intérêt que cette guerre finisse? Sinon, que les panélistes m'expliquent comment des groupuscules restent jusqu'ici invincibles devant des forces puissantes des républiques. Je dis bien des républiques parce que ce n'est pas une affaire du Niger, ce n'est pas une affaire du Cameroun, c'est une affaire de l'ensemble de l'Afrique et parfois des grandes puissances occidentales qui y mettent assez de moyens. Comment expliquer? Si c'est une force invincible ou bien si personne n'a intérêt que ces assauts finissent, que les panélistes aient le courage de nous le dire. Et comme ça, on apprend à vivre avec eux. Merci. Oui. Bonsoir. Je reviens encore et je m'excuse. Moi, c'est Aladji Modou Saleh, originaire du lac Tchad. C'est-à-dire, je suis de protocole Centre, première victime des exactions de Boko Haram dans le lac Tchad, côté Cameroun. Président de l'association des victimes des exactions de terrorisme au Cameroun, association nommée avec. Je suis Kanouri, secrétaire de l'association des Kanouri. Je viens en tant que participant. Depuis que mes 3 professeurs, le grand frère Cédric, Marc et même professeur, depuis que vous parlez, je ne vous ai pas entendu parler d'une pépinière de Boko Haram qui se lève. C'est-à-dire, nous, dans le lac Tchad,
nos enfants qui avaient 10 ans au cours élémentaire, qui étaient prêts à faire le certificat, Boko Haram est arrivé, ils ont arrêté les études, ils n'ont pas continué les études. Aujourd'hui, ils ont 10 ans, ils ont 18 ans, d'autres 20 ans. Voilà qu'ils ne voyaient pas leurs parents. Où sont partis leurs parents? C'est les parents que Boko Haram a kidnappés et tués. C'est les parents qui sont aujourd'hui Boko Haram même dedans. C'est des parents que l'armée camerounaise a tués innocemment. C'est des parents que les parents se sont permis volontaires et être des membres du comité de vigilance et qui sont allés tuer parce qu'ils veulent sauver le Cameroun. Et ces orphelins ne sont pas pris en compte par l'État camerounais. Achetez bien vos avions et vos drones là. Il y a des enfants de 18 ans qui sont autour du lac Tchad, qui sont en train de grandir. Et c'est les futurs Boko Haram. Je ne vous ai pas entendu parler de repentis. Je pose la question au professeur Souaïbou Issa. Oui. Quelle est la condition des repentis au Cameroun? Vous avez un camp de DDR. Les repentis qui viennent, ils vivent comment? Est-ce qu'ils sont réellement des repentis? Je voulais aussi poser la question à Souaïbou Issa. Je pose la question aussi un peu sur tout côté Cameroun au professeur. Où en est-on avec les filles mères? Quand Boko Haram est parti, la mère est partie à gauche, le père à droite, la fille est restée sur place. À l'âge de 12-13 ans, elle a été grossie. Par qui? Par l'armée camerounaise. Par qui? Par les infirmiers dans les centres de santé. Ces filles aujourd'hui sont devenues des filles mères parce qu'ils ont donné 2 à 3 enfants bâtards et ils sont rejetés par les oncles. Parce que... Comment est-ce que les États doivent contenir cette menace, la circulation de la menace? Nous sommes à l'ère de l'ouverture des frontières et la circulation des personnes et des biens. Est-ce que les États doivent se barricader pour limiter les incursions ou la circulation déjà des armes et surtout de tous ces combattants terroristes? Merci. Alors peut-être sur la question, je laisserai à Cédric le soin de répondre sur la question des emplois pour Madame Jeannine Fantin là, de Cameroun Tribune. Mais évidemment, si on suit la logique de savoir à qui profite le crime, effectivement, on peut s'interroger, vu l'explosion des budgets consacrés à la défense au Sahel, c'est extrêmement impressionnant au Burkina Faso, au Mali, au Niger, mais aussi au Nigeria, hein, où ça se chiffre en milliards. Des enquêtes d'Afrobaromètre publiées sur le Nigeria, où beaucoup de Nigérians sont convaincus qu'en réalité, le conflit perdure parce que des officiers corrompus s'en mettent plein les poches. Hein, et c'est pour eux une explication de la résilience de ces groupes. Alors, j'ai évidemment pas de réponse claire, parce que d'abord, je ne suis pas complètement convaincu que les acteurs aient la capacité, c'est la faiblesse des chaînes de commandement. C'est-à-dire, lorsqu'un ordre est par l'État, il a en œuvre. Combien même des généraux corrompus auraient envie de voir le conflit se poursuivre, et ce qui serait un pouvoir organisé? Je pense que c'est ça, c'est-à-dire qu'il y a différents niveaux. Et a priori, ils sont beaucoup mieux armés, elles ont des armées de l'air. Ça explique aussi pourquoi elles font plus de dégâts humains. Pourquoi ces forces ne sont pas en capacité de terme à ces conflits et de pour reprendre des termes algériens, hein, d'éradiquer ces groupes qualifiés de djihadistes. Sur la question de l'association des victimes du terrorisme au Cameroun, alors c'est un long débat et on n'avait évidemment pas le temps d'aborder toutes les questions, hein, mais la question de la réconciliation, elle est fondamentale. Moi, ce que je vois, et j'abordais cette question à ma manière en disant que les approches scientifiques sur la question de Boko Haram sont un peu différentes au Cameroun, au Tchad, au Niger, etc. Et les réponses à la menace sont également différentes, en fait. Quoi qu'il en soit, des efforts de coordination avec la MNJTF ou la FMM, comme vous l'appelez ici, on voit très bien les Tchadiens ou les Nigériens se plaignent qu'il n'y a pas de concertation avec l'armée nigériane. Quand il faut une incursion à Dikwa, il n'y a personne pour prendre le relais. Eh bien, tout ça, on le voit aussi au niveau des politiques de réconciliation et de démobilisation. Seul le Niger appelle, alors que le Cameroun, lui, est engagé sur de la démobilisation. C'est pas le même terme et ça n'a pas du tout la même signification, mais on n'a pas le temps d'aborder ça maintenant et on en parlera, je vois,
justement sur cette question, donc je vous invite à y assister. Quant au Tchad, il n'a pas de politique nationale à ce sujet, ni en termes de déradicalisation, ni en termes de démobilisation, mais on voit des préfets qui ont pris des initiatives locales et qui ont libéré des anciens combattants de... Donc en fait, ce que vous abordez, c'est une question fondamentale qui est aussi sur la sortie des crises, qui est la question de la réconciliation. J'espère qu'on aura l'occasion de parler de ça un peu plus tard. Et puis enfin, sur la question des frontières, et sans vouloir empiéter sur les plates-bandes d'Issa Saïbou, c'est une question, et Issa le disait très bien, c'est une question très importante. Alors, je dirais que c'est pas propre aux groupes djihadistes. Dans tous les groupes insurrectionnels, les frontières sont des atouts pour les groupes insurrectionnels, parce qu'elles ne s'appliquent qu'au gouvernement. Seules les forces gouvernementales doivent demander la permission d'exercer un droit de poursuite contre un groupe insurrectionnel. Donc, que ce soit des luttes de libération nationale, que ce soit des luttes djihadistes, les frontières ont toujours joué un rôle très important. Et soyons clairs, les capacités poreuses. Donc, on ne va pas se leurrer sur ce point. En revanche, c'est une question très importante qui explique aussi, selon moi, pourquoi la révolte de Maitatsin au Nigeria, à Kano, dans une enclave urbaine en 1980, a pu être écrasée par la force militaire, ce qui n'a pas été le cas à Maiduguri en 2009. Et je pense que ce qui explique aussi la résilience de Boko Haram, c'est la proximité de 3 frontières, c'est-à-dire cette capacité à aller s'abriter. Alors, ils sont écrasés à Maiduguri en 2009, ils doivent plus ou moins quitter la ville, encore qu'en 2010, quand j'y étais, ils étaient toujours à l'intérieur de la ville, mais en tout cas, ils fuient, et ils fuient vers les pays voisins, où pendant longtemps, y compris au Cameroun, et c'est d'abord au Cameroun que ça a craqué, finalement, il y avait une espèce de pacte de non-agression mutuelle. Boko Haram n'attaquait pas les pays voisins tant que les pays voisins le laisser se ressourcer, se ravitailler pour continuer le combat au Nigeria. Et ce pacte de non-agression mutuelle, il a commencé à craquer d'abord au Cameroun en 2013, puis à Difa au Niger en 2015 et enfin au Tchad. Mais c'est encore une autre histoire, mais en tout cas, la question des frontières, elle est très importante, mais elle révèle aussi l'incapacité des États. Non, on ne peut pas fermer les frontières, elles sont poreuses, on n'a pas la capacité à les barricader. Donc il faut penser à d'autres solutions, je pense. Chers collègues, je voulais quand même revenir sur la question de la journaliste. Elle pose 2 questions. La première, c'est les questions d'emploi sont susceptibles d'être résolues. Est-ce qu'on pourra arriver à résoudre ces questions d'emploi? Et la deuxième question, c'est l'impuissance, n'est-ce pas, des armées, qui soient des armées nationales, mais également des coalitions internationales qui sont mobilisées sur le terrain afin de répondre aux questions du terrorisme. Par exemple, l'exemple du Mali est assez patent, n'est-ce pas, du nombre de forces internationales, n'est-ce pas, qui sont côtoyées sur un espace avec un résultat plus ou moins maigre en termes notamment de réalisation. Je pensais que c'est une question sur laquelle on pourrait revenir. Alors, très rapidement, bon, sur la question des armées nationales, je l'ai déjà dit, il y a 2 mots-clés qui expliquent leur défaillance, la corruption et l'impunité. Je n'irai pas plus loin parce qu'on n'a pas le temps, mais je voudrais revenir peut-être alors sur la question de l'emploi à ce moment-là. Pas seulement sur la capacité des États à fournir des emplois, il ne faut pas tout attendre des États non plus, il ne faut pas trop se leurrer, mais peut-être aussi sur des idées préconçues sur la capacité du développement à résoudre la menace djihadiste. Je crois qu'on se fait un peu trop d'illusions là-dessus. J'en tiens pour preuve le fait qu'au Nigeria, les régions les plus pauvres en 2009, au moment où démarre l'insurrection de Boko Haram, c'était Sokoto, qui est complètement au nord-ouest, et non pas le Borno. En réalité, ce qu'on voit, c'est que la poverty line n'explique pas l'émergence de groupes djihadistes. C'est beaucoup plus compliqué que ça, parce que si on suivait simplement la poverty line, à ce moment-là, Boko Haram aurait dû démarrer à Difa, ou bien dans l'extrême nord du Cameroun, qui sont beaucoup plus pauvres en fait que le Borno nigérian. En revanche, la pauvreté joue un rôle très important à partir du moment où les hostilités ont démarré, parce que là, on a une espèce de cercle vicieux, poverty trap, qui est bien connu, où finalement le conflit va appauvrir la population, et plus la population est appauvrie, plus elle est tentée de rejoindre les groupes insurrectionnels pour participer au pillage et pour piller. Donc là, c'est un mécanisme que l'on connaît très bien, qui n'est pas spécifique aux groupes djihadistes et que l'on voit dans beaucoup de pays d'Afrique. Mais ça, c'est une fois que les hostilités ont été enclenchées. Donc, quand on imagine que le développement va être la panacée, et souvent on entend ça, on est d'accord, le tout sécuritaire n'y suffit pas. Ça, on est tous d'accord là-dessus, mais est-ce que le développement va être la réponse idéale? Tout dépend aussi comment c'est mis en œuvre. Ça repose sur 2 postulats. L'idée qu'effectivement, ça serait le manque de développement ou la pauvreté qui serait à l'origine de ces groupes.
Or, ce qu'on voit, c'est que ces groupes n'émergent pas forcément dans les régions les plus pauvres de l'Afrique musulmane et que les leaders de ces groupes ne sont pas forcément des gens qui représentent les damnés de la terre. Hein. Iyad Ghali, c'est un chef de fils Touareg, bon, sans même parler d'Oussama Ben Laden, qui est pas exactement quelqu'un de très pauvre et qui néanmoins incarne aujourd'hui la figure classique du terroriste global. Donc c'est beaucoup plus compliqué que ça. Et le deuxième postulat qui va effectivement poser des questions sur le développement comme type de réponse, sans pour autant améliorer la gouvernance, parce que je pense que le nœud du problème, il est là, c'est effectivement stipuler que le développement est efficace et qu'il permet de lutter efficacement contre la pauvreté. Et ça, c'est aussi une question qui mérite d'être très largement débattue, qui a déjà été beaucoup d'ailleurs contestée. Voilà, je m'arrêterai là-dessus. Merci. Nous allons... I really don't want to interrupt this very interesting discussion, but we're already 15 minutes over. I think we have to draw the session to a close. I have a couple of announcements to make, but I don't want to end it right now. If there's another question that we really should consider first, but maybe within 5 minutes, we really should. 5 minutes. 5 minutes. So, Ok, moi je vais être très bref compte tenu du temps qui nous est imparti. On pourra avoir la discussion après. Et ce dont on s'est aperçu en allant sur le terrain, notamment dans la région de Difa et même ailleurs, les jeunes, j'ai des images peut-être que je vais les projeter peut-être demain ou quelque. Vous verrez, les jeunes sont assis dans le Sahel, c'est ici sur la côte, on ne le fait pas. Mais les jeunes sont assis à boire du thé du matin au soir. Quand ils voient quelqu'un, ils demandent l'argent, ils prennent l'argent et ils boivent du thé parce qu'ils n'ont rien à faire. Ils boivent le thé du matin, chai, les 3 normaux qu'on appelle, le premier, le deuxième, le troisième, toute la journée, parce qu'ils n'ont rien à faire. Et dans le cas très précis de Difa, où on a enquêté, les jeunes, les premiers qui sont partis à Boko Haram, qui sont partis rejoindre Boko Haram, sont revenus comme des militaires en permission. Et ils sont revenus avec des motos, ils sont revenus avec des nerfs dans la poche, et les autres ont vu, ah, cette affaire-là, c'est aussi intéressant que ça, et ils sont partis. Parce qu'eux-mêmes n'avaient rien. Et ces jeunes-là nous ont dit que nous, les premiers employeurs a été Boko Haram. C'est Boko Haram qui nous a donné notre premier emploi. Donc, la question de l'intégration, dans la réponse holistique qui comprend tous les autres aspects, la question de l'emploi de jeunes est une question importante. Au lieu qu'au Niger, par exemple, où je peux le dire sans avoir peur de quoi que ce soit, il y a eu une première investigation, on a découvert que 76 milliards de francs CFA ont été volés au ministère de la Défense. Alors que cette affaire n'est pas finalement réglée, on découvre il y a 3 semaines que 21 autres milliards ont été volés au ministère de la Défense, alors que la première affaire n'est pas réglée. Donc, si on avait ces 76 milliards plus 21 milliards, vous additionnez, ça fait 93 milliards de francs CFA. Si on avait utilisé cet argent pour créer des emplois aux jeunes, ça aurait contribué à résoudre. Ce n'est pas que les pays n'ont pas les moyens. Et les jeunes ne demandent pas forcément à devenir des fonctionnaires. Ils ne demandent pas forcément à être recrutés à la fonction publique. Ce qu'ils demandent, c'est aussi la possibilité d'avoir un capital pour faire de l'embauche bovine, pour faire... Il y a un exemple dans le cas du programme Repentir contre pardon. Les jeunes ont dit, dans tous les villages, tout le monde a un téléphone portable, mais il n'y a personne qui sait réparer le téléphone portable. Si on nous avait fermé à réparer le téléphone portable, ça nous aurait permis de gagner tous les jours de l'argent en réparant les téléphones portables de nos parents qui ont les téléphones. Tous les villages, chacun a son téléphone, mais personne ne sait réparer le téléphone portable. Donc, il y a des emplois pas forcément qualifiés qu'on peut créer pour occuper les jeunes, leur donner des sources de revenus. Et ça, à mon avis, les États ont les moyens. Ce n'est pas parce qu'ils n'ont pas les moyens. Il y a d'autres choses qui sont leurs priorités sur lesquelles ils dépensent de l'argent. Vous savez que c'est un scandale énorme. Au Mali, la première chose que Ibeka a faite quand il était arrivé au pouvoir, il a acheté un avion pour lui à 30 millions de dollars. Issoufou a fait la même chose en 2011. Quand il est arrivé au pouvoir, qu'est-ce qu'il a fait? La première chose qu'il a fait, c'est acheter un avion présidentiel à 30 millions de dollars. Donc, ce n'est pas que les États n'ont pas les moyens. Mais il faut faire des choses qui sont des priorités des États. Et si on le fait, on aura déjà commencé à avancer. La deuxième question, et c'est ça mon mot de la fin, puisque la question des repentis est une question importante. Dans le cas du Niger, et malheureusement, ça a été une bonne solution, mais la solution, j'en parlerai vendredi, pour éviter que la question des repentis soit un échec, il faut un accompagnement. Il y a, dans l'exemple du Tchad, par exemple, dont on a parlé en 2020,
des gens qui sont revenus, mais ils n'ont rien trouvé, ils ont tourné dans la ville, ils ont dit, ah, cette affaire-là, on retourne. Donc, si on n'accompagne pas le retour des gens qui décident de se repentir, le risque est qu'ils retournent, parce qu'ils n'ont rien trouvé à faire, ils sont venus, il n'y a pas d'accompagnement, on les a laissés à leur sort. Et puis, il y a à côté de ça la responsabilité de l'État. Toute la chaîne, tous les dégâts collatéraux au Nigeria, ça a été documenté. Il y a à Maiduguri une dame qui fait, Haji Halima, qui fait un travail formidable pour accompagner les jeunes filles qui ont été enceintes pendant leur détention par les responsables des forces de sécurité, qui connaissent même les parents, qui connaissent même les gens qui les ont enceintes, mais qui ne peuvent pas incriminer les gens qui les ont enceintes. Et l'État ne s'est pas intéressé à tout ça. Toute cette dimension aussi doit être prise en compte dans la solution, de façon à ce que tout le monde que les gens ne soient pas abandonnés comme ça à leur sort. Des filles mères qui ont été abandonnées, qui ont rejetées par leur famille parce qu'elles sont tombées enceintes, rejetées par les gens qui leur des grossesses parce qu'elles n'ont aucun moyen de les incriminer. Il y a des situations comme ça qui ne doivent pas perdurer parce que il ne faut pas que ça devienne une double peine pour les populations. Voilà, compte tenu du temps, je vais m'arrêter là. Et puis après, de toute façon, on est ensemble encore 2-3 jours. On pourra poursuivre les discussions. J'ai la parole. Professeur Mandiam. Oui, prof. Je vous écoute. Est-ce que j'ai la parole? Ok, merci bien. Alors, Cédric a pris un exemple, je vais prendre le contraire de cet exemple. Lorsque, dans les réponses à l'emploi des jeunes, on forme les gens à la couture, on forme tout le monde à faire la couture, toutes les femmes à faire la couture, dans un environnement où les gens n'ont même pas à manger, à plus forte raison, aller chercher un pain pour se couvrir. Il y a une inadaptation criarde de certains types de réponses. Dans ces zones, et en particulier pour le cas du bassin du lac Tchad, où on sait qu'autour du lac Tchad, il y a des opportunités économiques et pastorales énormes. Les réponses que les jeunes attendent, ce ne sont pas des réponses de survie ou de survivance. Ce sont des réponses entrepreneuriales, ce sont des réponses de développement. Parce qu'ils savent qu'on peut bien développer des agropoles dans ces zones-là. On sait bien qu'on peut faire de la transformation dans ces zones-là. Et donc, l'appel que nous devons lancer à la communauté internationale et à nos États, c'est qu'il faut changer de paradigme par rapport à la réponse aux problèmes des jeunes dans ces zones affectées. Là où c'est possible, notamment là où il y a de l'eau, là où on peut pratiquer de l'agriculture, il importe de passer à des solutions entrepreneuriales. Le propre des zones frontalières, c'est que ce sont des zones dans lesquelles on voit circuler des avoirs, on voit circuler de l'argent. Et ces jeunes-là, ils sont plus portés vers les possibilités qui leur donnent la chance justement de développer des grands revenus. Quand Boko Haram leur propose des grands revenus en contrepartie du risque qu'ils prennent, ils y vont. La deuxième chose, ne pas être long sur les questions communautaires. Il faut commencer par un débriefing de la crise communauté par communauté. La manière avec laquelle la crise a impacté les populations dans les différentes localités du Cameroun, du Tchad, du Nigeria, là où ils vont trouver des communautés qui n'ont pas déjà assez d'espace agricole, un mécanisme à ça. Pour ne pas être long sur cette question, le débriefing communautaire permet de faire le point sur les nouveaux conflits, sur les risques de règlement de compte, sur ce que les uns et les autres se sont fait. Parce que vous avez des situations où c'est le fils du voisin qui a assassiné le père de son ami. Ce genre de situation, c'est X qui a assassiné l'époux de telle dame qui rencontre dans les villages. Ces débriefings communautaires sur l'ensemble du bassin du lac Tchad doivent se faire. Et c'est ce qui explique justement que la CBLT ait mis en place l'approche du CBR, la communauté de Boko, à pression répandue. Parce que la repentance est un jugement de valeur. On la vérifie. Les groupes armés terroristes, des engagés de Boko Haram qui sont le cas de Cameroun. Vous avez à ce jour 1600, je crois, dont à peine 400 ex-combattants. Tout le reste, ce sont leurs époux.
et leurs enfants. Ils peuvent parce qu'ils sont stigmatisés. Celui du financement du DDR. Deuxièmement, celui de la préparation du retour dans ces communautés où il y a des jeunes qui ne se sont pas engagés. Il ne faut donc pas faire une prime à l'engagement en ne s'occupant que de ceux qui se sont rendus. Et que fait-on de ceux qui sont partis? Ces comités de vigilance qui les ont combattus attendent aussi quelque part une sorte de réparation pour tout le temps qu'ils ont passé à ne pas aller à leur champ, ou bien entendu, comme l'a dit Unfortunately, you're breaking up. It's very hard for us to hear. en même temps. La lutte militaire, je vais dire, c'est d'autant plus que cette lutte contre le terrorisme implique la perte de ressources fiscales importantes. Tous les pays affectés ont vu leurs zones frontalières fermées. Et donc, les marchandises ne circulent pas. La production fiscale devient quasi nulle dans ces zones-là, avec comme conséquence qu'on se retrouve dans une situation où ils ne peuvent pas toujours assumer les charges dirigeantes socio-économiques qui sont requises. Maintenant, pour terminer, relativement à la circulation des menaces transfrontalières, je l'ai dit dans mon propos liminaire, il faut évoluer dans la conception de nos politiques frontalières pour passer dans les politiques transfrontalières. Quand on voit un pays comme le Cameroun s'engager en République centrafricaine, d'accord, c'est bien pour aller accompagner nos frères centrafricains dans la stabilisation de leur pays, mais nous sommes conscients de ce que la stabilité de la République centrafricaine est essentielle, pour ne pas dire indispensable, à celle de notre frontière orientale. Cette évolution vers la conception du danger, des menaces, change la perception du voisinage, non pas seulement en termes de contiguïté territoriale. La vicinité devient un paradigme qui s'étend à toutes les zones desquelles peuvent partir les menaces, ces menaces-là étant en circulation. Et par conséquent, je suis d'accord avec Cédric là-dessus, il faut considérer le spectre de nos espaces d'action au-delà de la sphère du bassin du lac pour avoir une perspective holistique. Et on verra bien que tous ces pays aujourd'hui ont été amenés à mettre en place des forces spéciales. Et on peut dire, pour le cas du Cameroun notamment, que n'eût été le déploiement de diverses forces, le bataillon d'intervention rapide et d'autres forces, notamment celle d'émergence 4, puis l'investissement dans la force multinationale mixte, le GPIC dans les zones urbaines, l'opération Adano aujourd'hui, par exemple, face aux preneurs d'otages, toute cette diversité, toute cette plateforme de réponse, c'est une plateforme étatique, financée par des ressources étatiques. Et on se pose bien la question de savoir si on n'avait pas eu une réponse militaire robuste, que serait justement la sécurité et la stabilité dans ces zones frontalières. Donc, comment trouver la bonne alchimie entre une réponse militaire robuste et une réponse socio-économique? C'est là où je pense que notre partenariat avec, c'est-à-dire la mobilisation de nos ressources en interne et les engagements avec nos partenaires devraient, je veux dire, peut-être s'articuler. Sans oublier, je termine là-dessus, socio-économique qui n'articule pas sécurité et développement. Et c'est pour cela que je parlerai plus de la sécurisation du développement, c'est-à-dire la possibilité de mener des activités socio-économiques durables dans un environnement sécurisé qui sera difficile parce qu'on sera dans un éternel recommencement. L'expérience des 30 à 40 dernières années montre bien que les cycles d'instabilité, d'insécurité ont suivi les moments de reprise économique. Ça évolue en temps temps de stabilité économique. On a une reprise des mobilités sociales, puis ça chute avec l'insécurité. Puis 10 ans après, on rentre dans une logique de reprise.
dont la sécurisation du développement en articulant une présence sécuritaire robuste dans les zones frontalières et la transformation de ces zones frontalières-là en zones de production dans une synergie transfrontalière qui remplace les espaces de parcours des groupes armés par des espaces de développement, par des espaces de grande exploitation agro-pastorale, notamment, permettant aux jeunes justement de sortir des logiques de survie vers des logiques de développement. Merci. Nous allons décerner une salle d'applaudissements, n'est-ce pas, à nos intervenants. Et nous allons passer la parole au comité d'organisation pour les autres modalités pratiques.